Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de La Forêt Notre Richesse. Alors, c'est un petit peu spécial qu'on soit en studio, mais il faut le souligner, c'est la 50e émission de la série. Faut vous raconter que dans cette série-là, La Forêt Notre Richesse, on devait faire une seule saison de 15 émissions. Et je dirais l'ampleur de la tâche nous aurait tout simplement obligés, et avec un grand plaisir, de faire une grande tournée qui s'est déroulée pendant 2 ans et qui va se poursuivre probablement en automne 2018. On est en train justement de, excusez l'expression anglaise, de booker, de réserver nos prochains reportages et on va se donner comme les 6 prochains mois pour terminer la prochaine saison qui aura lieu de septembre à décembre 2018. Sauf que là, pour l'instant, ce qu'on avait le goût de faire, c'est de vous parler un petit peu de notre parcours depuis 2 ans, qui était fort intéressant et qui nous a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Et on veut d'ailleurs commencer par nos partenaires principaux de cette émission-là, l'Association forestière des Deux-Rives. C'est un organisme qui est situé dans le centre Frédéric-Bac à Québec. C'est un organisme qui est hyper important pour l'industrie de la forêt, qui fait beaucoup d'initiatives qu'on a beaucoup relatées dans notre série. On parle entre autres du camp forêt des profs, de Viens vivre la forêt. C'est pas mal ces 2 activités-là qui sont importantes, mais vous les voyez aussi quand il y a une donation d'arbres qui est faite au début de la saison estivale. Vous les voyez dans des salons, vous les voyez entre autres à la Grosse Bûche. C'est eux autres qui ont, ils font partie des collaborateurs importants de la relance de la Grosse Bûche. Alors, j'ai autre chose aussi à vous parler dans quelques instants. On va en parler tantôt. C'est une nouvelle initiative, une nouvelle table collective qui s'appelle Une forêt de possibilités. D'ailleurs, le titre de notre émission, La Forêt Notre Richesse, ça fait partie au départ de la campagne de promotion, publicité, communication, justement pour aider aux gens à mieux connaître la forêt, mieux connaître ce que c'est maintenant la forêt. Et nous, on est parti avec ce titre-là qu'on nous a prêté avec un grand plaisir. Et nous, ça fait qu'on a perpétué ce titre. Maintenant, il fait partie des archives de l'Association forestière. Mais nous, on poursuit avec ce titre parce qu'effectivement, ça résume vraiment ce que c'est la forêt. C'est vraiment une richesse importante qu'on doit maintenant préserver, qu'on doit maintenant travailler du mieux possible pour justement que ça se perpétue et que la récolte et que, dans le fond, ce qu'on va chercher dans la forêt, ce soit toujours fait avec une manière plus sensible, plus environnementale. Alors, on va débuter, dans le fond, ça va être 2 émissions, 50 et 51, où on va faire une rétrospective et en même temps, on va vous parler du nouveau projet qui est la forêt de possibilités. Donc, on vous en parle dans quelques instants. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que durant la saison, durant les 2 saisons, on a répertorié quelques émissions. On peut pas on peut pas parler de toutes les émissions, mais quelques-unes qu'on voulait vraiment mettre l'accent. Et on débute par la première, Tout Seigneur, Tout Honneur, où on avait débuté cette série-là à l'Association forestière à Québec. On commence d'ailleurs cette semaine en vous présentant notre partenaire majeur, l'organisme qui nous a permis de faire ce beau tour d'horizon, l'Association forestière des Deux-Rives. Fondée en 1958 à la station forestière de Duchesnay, l'Association forestière Québec-Portneuf couvrait à l'époque 2 comtés ruraux du temps, soit ceux de Québec et de Portneuf. À ses origines, l'association visait l'éducation de la population des milieux ruraux à l'importance de la richesse forestière. Au fil des années, l'association a élargi son champ d'action pour couvrir de nouveaux secteurs tant ruraux qu'urbains sur les 2 rives du fleuve. L'association obtient son incorporation en 1975 sous le nouveau nom l'Association forestière du Québec métropolitain. En 2010, suite à l'agrandissement de son territoire du côté de la Rive-Sud, elle a de nouveau changé son nom pour l'Association forestière des Deux. L'organisme existe depuis 1958. Ça a été créé à l'origine majoritairement par des hommes ingénieurs forestiers à la station du Chêné. Puis ça a évolué au cours du temps. Puis on a, c'est sûr que plus de femmes aussi sur le CA maintenant, là. Donc ça fait quand même bien longtemps, plus de 50 ans qu'on existe. On fait partie du Centre de l'environnement et de la culture Frédéric-Bac avec d'autres organismes là, qui œuvrent en lien avec l'environnement aussi, puis le milieu naturel.
En fait, on se retrouve sur le toit du Centre Culture et Environnement Frédéric Bach et on peut voir que nous avons des toits végétaux. Donc c'est vraiment de la culture extensive, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est ça qui est merveilleux. Et on a aussi un petit potager où les gens en fait, qui sont employés, là, qui sont dans le bâtiment, peuvent s'impliquer de façon bénévole et récolter ensuite les fruits et plutôt les légumes que ça va produire. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits. Là, maintenant, on va parler des projets peut-être plus actuels et futurs. Vous en avez beaucoup, je pense. Oui, et on ne s'ennuie pas d'habitude à l'association forestière. Actuellement, nous, on est 7 employés, mais on a toujours en accueil des stagiaires et aussi des étudiants pendant notamment la période estivale. On a beaucoup de projets, on a différents champs d'action en fait, notamment l'éducation forestière qui est vraiment un champ d'action qui est, je dirais, le principal de l'association forestière. Donc, on va beaucoup amener les jeunes en forêt parce qu'il y a beaucoup de jeunes notamment qui ne sortent plus beaucoup de chez eux ou ne connaissent pas beaucoup la nature. Donc, c'est une façon de les faire sortir dehors et de leur faire apprécier la nature. Gros projet, entre autres, c'est Viens vivre la forêt, hein, qui est très, très, très couru. Oui, ben ça c'est plus pour le secondaire. On touche le primaire, donc plus les jeunes enfants, mais on a effectivement des projets au niveau secondaire aussi. Donc, Viens vivre la forêt, ce sont des ateliers pratiques sur différents métiers, donc qui vont pouvoir être en lien avec le milieu forestier. Alors, Marie-Pierre, c'est un petit peu grâce à toi si on est là aujourd'hui pour cette série d'émissions-là. Toi puis bien d'autres mondes, justement, on va faire l'historique de ça. Pourquoi on a parti le projet La forêt notre richesse? La forêt notre richesse, la campagne de communication que nous, l'Association forestière des Deux-Rives, on mène présentement, c'est venu en fait d'une concertation du milieu forestier de la capitale nationale. Il y a eu un projet de stratégie éducative relative au milieu forestier de la région, de la capitale nationale. Nous, l'Association forestière, on était impliqués, puis on a fait le rapport de ce projet. Puis ensuite, des objectifs qui ont été déterminés pour atteindre, pour réussir à passer au travers ces problématiques-là. Puis c'est de là qu'est découlée la stratégie, ça fait beaucoup de stratégies en fait, mais la stratégie de communication pour la mise en valeur du milieu forestier de la capitale nationale. Alors voilà, c'était notre petit résumé de l'Association forestière des Deux-Rives. Donc, ils sont toujours collaborateurs avec nous et on va continuer pour l'automne à vous transmettre, à vous faire des belles émissions sur la forêt, sur certains secteurs de la forêt et sur certaines initiatives fort intéressantes. Maintenant, on vous parle du projet Une forêt de possibilités. Alors, juste pour vous expliquer, c'est un collectif qui s'est créé au Québec pour justement aider à la forêt durable. Alors, ça s'appelle le collectif pour une forêt durable qui regroupe des ambassadeurs enracinés dans leur milieu, des gens qui ont à cœur le développement durable des forêts québécoises. Ensemble, ils témoignent de l'importance de ces matériaux verts et renouvelables. Faire partie du collectif pour une forêt durable, c'est donner vie à une forêt de possibilités. Donc, c'est un site Internet tout d'abord. C'est 6 sections que vous pouvez retrouver dans le site sur une forêt naturelle, l'évolution des pratiques forestières, un territoire partagé, les multiples vies du bois, responsabilité et certification et la lutte au changement climatique. Alors, vous avez beaucoup d'informations sur justement comment on veut garder notre forêt, comment on veut faire en sorte que cette forêt-là poursuive d'année en année. Alors, dans le prochain extrait que vous allez voir tout d'abord 2 pubs que vous avez peut-être vues qui lancent justement cette campagne qui est pan-québécoise. Et vous allez voir aussi quelques clips d'une durée d'environ 1:30 à 2 minutes qui vous parlent justement de ce projet, Une forêt des possibilités et des petits segments. Alors, ça dure environ 7-8 minutes le montage et on vous revient pour la rétrospective pour continuer l'émission. Et que c'est beau ici, c'est tellement chaleureux le bois. Ouais, mais couper une forêt pour faire un resto, c'est un drôle de choix. Excusez. C'est vrai qu'il faut récolter des arbres, mais aujourd'hui, c'est fait de façon éco-responsable. Tout est planifié bien avant la récolte jusqu'au reboisement. Ce qui fait qu'au Québec, il n'y en a pas de déforestation. Donc le bois, c'est un très bon choix. Ta chemise, ça, c'est un drôle de choix. Choisir le bois, c'est opter pour une ressource durable, renouvelable et écologique. Notre forêt est une ressource importante au Québec. Et aujourd'hui, on va aller voir si les Québécois la connaissent vraiment.
Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi l'état de la forêt québécoise? On n'est peut-être pas les pires, mais je sais qu'il y a quelques problèmes qui se passent. Beaucoup de coupes à blanc, moins de préoccupations pour planter des nouveaux arbres et tout ça. Comment elle va, la forêt québécoise? Je pense qu'elle est en santé. On a encore des efforts à faire pour la protéger, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je crois qu'elle est mieux gérée maintenant qu'il y a 30 ans. Pour parcourir la forêt à tous les jours dans le cadre de mon travail, la forêt est présente, est abondante, est en santé. Et puis, il suffit d'être créatif et puis de trouver des nouvelles méthodes, puis continuer à les ménager pour que nos enfants puissent en profiter. Selon vous, c'est quoi la superficie de la forêt au Québec? Aucune idée. 40 35. 50 %, donc la moitié du territoire est couvert par la forêt. C'est plus que beaucoup de pays, surtout en Europe, par exemple. Donc, on essaie vraiment d'aménager la forêt d'une façon la plus naturelle possible. Aujourd'hui, on fait un usage varié et surtout durable des ressources forestières, ce qui fait en sorte que tout le monde peut profiter d'une forêt de possibilités. Hey, c'est fou le bois qu'on utilise pour construire une maison, hein? Ouais, on a dû en couper les arbres, hein? Excusez. C'est vrai que pour construire des maisons, ça prend des arbres. Mais saviez-vous que le bois qu'on récolte emprisonne des tonnes de gaz à effet de serre et ça, c'est bon pour l'environnement? Puis les arbres qui repoussent emmagasinent à leur tour le carbone et le cycle recommence. Ben oui, les arbres, ça repousse. C'est pas comme les cheveux, ça, mon chéri. Choisir le bois, c'est contribuer à la lutte au changement climatique. Notre forêt au Québec, on y tient. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre des gens pour tester leurs connaissances. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec le bois aujourd'hui? Je pense que l'industrie de la construction en utilise la majeure partie. Du papier? Je sais pas, hormis le papier, je sais pas. Ben, toutes les boîtes pour emballer la nourriture. Je te disais aussi dans les cosmétiques, il y a du bois. Si je te disais dans les vêtements, il y a du bois. Oh, wow! Ça, c'est surprenant. Et si je vous disais que ça se retrouve dans votre yogourt? Mon yogourt, hein? Dans le yogourt? Comment ça, il y a du bois dans le yogourt? Il y a un dérivé de bois dans l'alimentation. Penses-tu qu'il y a des avantages écologiques à utiliser le bois? Ça fait des beaux meubles, mais je pense pas qu'au niveau écologique, il y a des avantages. Oui, dans la mesure où c'est une ressource renouvelable. Oui, ça peut être bon pour l'environnement, oui. Oui, si on récolte les arbres qui sont morts et puis qu'on peut reboiser après. En utilisant le bois, on contribue à mitiger les changements climatiques parce que c'est une ressource renouvelable. Donc, elle va se régénérer puis elle va continuer à être en fait neutre au niveau de carbone. Mais de plus, tout le carbone qui est capté dans le bois ne serait pas libéré dans l'atmosphère. La récolte de la forêt, c'est une nécessité. Un arbre, un jour, va mourir. Quand il va mourir, il va tomber. Les opérations forestières, à ce moment-là, c'est de venir couper ces arbres-là, venir les récolter selon les plans d'aménagement pour que nos collectivités puissent en retirer des bienfaits d'un point de vue économique, social. Les pratiques du secteur forestier en ont fait du chemin et les innovations dans le domaine en ont fait une ressource durable, renouvelable et éco-responsable. Et ce sont ces efforts qui nous offrent aujourd'hui une forêt de possibilités. Une forêt de possibilités, c'est un projet que vous allez entendre parler beaucoup dans la prochaine année et même dans les prochaines années parce que c'est vraiment la nouvelle campagne où on veut vraiment mettre l'accent et tout le monde s'est regroupé au niveau provincial justement pour faire parler la forêt aux gens, pour justement permettre aux gens qu'on connaisse mieux la forêt, qu'on connaisse mieux la façon de faire. Alors, ça va sûrement donner des résultats. Je pense que depuis quelques années, même notre série a fait en sorte justement qu'on connaît beaucoup mieux le secteur de la forêt. Maintenant, on y va avec notre rétrospective. Alors, on a sélectionné quelques émissions. On va vous en présenter des extraits, justement pour se rappeler quelques bons souvenirs. Alors, l'émission numéro 2, c'était très intéressant. C'était notre première sortie en forêt. Et si je peux vous dire une bonne anecdote, celle-là, il y avait vraiment de la mouche. On était dans un parterre de coupe au groupement forestier Portneuf et effectivement, il venait juste de couper fraîchement le bois. On était au mois de juin, alors c'était la pire saison pour la mouche. Alors, vous allez voir, ça ne paraît pas trop dans les images, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir à aller faire un reportage là-bas. Justement, pour aller comprendre aussi que c'est beau coupé, mais maintenant, on voit toute la régénérescence qui se fait et c'est bien expliqué par le technicien du groupement forestier. Alors, on vous présente un court extrait et on revient tout de suite après pour vous parler d'une autre émission fort intéressante qu'on a fait au Marais Léon Provencher.
Le Groupement forestier de Portneuf est une entreprise offrant un éventail de services en forêt privée via le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées ainsi qu'en forêt publique. Il propose des services clés en main personnalisés répondant aux besoins de la clientèle. Le groupement de propriétaires de l'eau boisée existe depuis les années 70. Répartis sur l'ensemble du territoire rural, ces organismes interviennent dans 80 MRC et dans plus de 700 municipalités. Le Groupement forestier de Portneuf existe depuis 1977 et il couvre principalement la grande région de Portneuf. L'entreprise est formée par une équipe d'ingénieurs forestiers et de techniciens forestiers. Notre guide pour cette semaine, c'est M. Vincent Vire du Groupement forestier Portneuf et il nous a dirigés vers un site de coupe à Saint-Hubert de Portneuf. On s'y dirige tout de suite. On est un organisme, le Groupement forestier de Portneuf, qui appartient aux membres actionnaires. Puis on a à peu près 500 membres actionnaires. Là. Donc, chaque actionnaire a une part du groupement, si on veut. Puis, on va réaliser des travaux d'aménagement chez les propriétaires. Là. Donc, il y a combien d'employés? Vous avez combien de chantiers que vous faites d'une année? Dans le fond, tantôt, on en parlait un petit peu en dehors des ondes, c'est que vous autres, vous marchez beaucoup par un plan. Là. Chaque plan que vous faites dans l'année, vous avez à peu près un par semaine. Oui, en moyenne, là, on va avoir la première étape, pour répondre à ta première question, là, on a environ une 60aine d'employés. Puis là-dessus, il y a beaucoup de ces employés-là qui sont sur qui travaillent sur forêt publique. Là, okay. Là on se concentre plus aujourd'hui sur l'aspect forêt privée. Ouais. Mais c'est ça. Donc, en forêt privée, la première étape, c'est un propriétaire m'appelle, il y a un lot à bois. Moi, je vais aller marcher sa terre, moi ou un technicien, on va marcher sa terre. Puis, on va lui faire un plan de gestion. Donc, on lui dit pour les 10 prochaines années, il y aurait ça à faire pour ta forêt, pour optimiser le rendement de ta forêt. En fonction de ses objectifs. Il y en a que leur objectif, c'est beaucoup récolte de bois, je veux de l'argent. Il y en a que c'est le moins possible de récolte, mais je veux protection de la faune. Il y en a que c'est des chasseurs. Eux autres, on leur suggère beaucoup des petites coupes de forte intensité pour qu'il y ait de la repousse. C'est que, on y va en fonction des principes de base de la foresterie, c'est dans nos recommandations, mais aussi on tient compte des objectifs que le propriétaire a là, pour son lot. Pour le mentionner, on est ici à Saint-Hubert, dans justement un exemple de forêt privée. Explique-nous là, justement qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Oui, ici on est dans une plantation d'épinettes qui a été faite il y a environ 25 ans. Puis après 25 ans, là, les arbres, ils sont, du fait que c'est bien dense, les arbres commencent à beaucoup moins pousser. Là, on s'en rend compte aussi très facilement quand on regarde les cernes de croissance. Là, vers 20-25 ans, c'est tout le temps pas mal de faire une première éclaircie pour être sûr que les arbres vont continuer de croître en diamètre. Sinon, ça fait des longs fouettes, là, puis c'est pas ça nécessairement qui va être payant non plus, là, qui est pas ça qui est recherché. Okay. Toi, tu viens faire l'étude, tu vas vraiment faire de la peinture sur les arbres à abattre, c'est ça? Oui, bien, on le voit, là, tous les tas qui sont là. Nous autres, là, notre objectif, c'est de récolter environ entre 30 et 40 % du volume de bois, puis de favoriser la récolte des plus petits arbres, ceux qui sont croches, ceux qui ont des doubles têtes. C'est que là, nous autres, on est venus on a fait probablement un inventaire forestier pour évaluer le volume de bois. On a regardé avec le propriétaire du lot qui est ici. On lui a dit, bon, il va sortir à peu près tant de bois. Il y a un problème de subvention pour ce genre de travaux-là, parce que ce pas des travaux qui sont très payants à la base, mais avec la subvention, ça vient combler un manque à gagner, puis ça rend ça intéressant pour le propriétaire. Prochain extrait, on s'est déplacé à Neuville. Ça, c'est un trésor qui est fort inconnu et que vous devez connaître, effectivement. Ça s'appelle le marais Léon Provencher. C'est un marais qui est gardé naturellement et qui vous fait voir une faune extraordinaire. Je pense qu'il y a pas loin de 60-70 espèces d'oiseaux que vous pouvez voir là-bas durant l'été. Il y a des sentiers pédestres qui sont vraiment intéressants. C'est un site qui est vraiment magnifique et qui est à voir. Et on vous, justement, présente une petite partie de la visite qu'on a fait là-bas. Le territoire du marais Provencher comprend 125 hectares qui est dédié à la protection de la faune et de la flore. Situé à Neuville, il s'étend sur 2 plateaux entre la rive nord du Saint-Laurent et la route 138. La Société Provencher rend ce territoire accessible au public tout au long de l'année, et ce, gratuitement. Des sentiers balisés permettent d'explorer la diversité de cet environnement naturel qui comprend forêts, zones en friche, ruisseaux et rives du fleuve. Notre guide pour cette visite aujourd'hui, c'est M. Pierre Martin Marotte,
et il nous a fait faire un petit tour d'horizon de ce que c'est le Marais Provencher, un magnifique site de préservation de la faune et de la flore situé à Neuville. Alors, merci beaucoup de nous recevoir, M. Marotte, aujourd'hui. Première des choses, là, ici, on est à l'aire d'accueil avec le préau, tout ça. J'aimerais que vous nous expliquiez en partant comment ça s'est constitué, les Marais Provencher, parce que c'est une belle aventure. Le territoire du Marais Léon-Provencher, qui est une réserve naturelle maintenant, a débuté dans les années 80. C'est la Canard Illimité qui a développé le milieu pour en faire un milieu de conservation de la sauvagine. C'était des terres en friche, c'était des terres agricoles. Canard a fait l'acquisition des territoires via la Fondation de la faune, qui a fait de l'aménagement, et que nous, la Société Provencher, on a pris la gestion. On est propriétaire, c'est un terrain privé, et on en fait la gestion à des fins de conservation et d'éducation. Puis vous me disiez aussi que c'est un parc naturel, je ne sais pas c'est quoi la dénomination, mais c'est important parce que ça le protège, puis en plus, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Là. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a décidé de demander au ministère de l'Environnement de faire une réserve naturelle. En faisant une réserve naturelle, à ce moment-là, c'est qu'on protège le milieu au sens de la loi et on tient un statut particulier qui nous sauve aussi des exemptions de taxes, ce qui est intéressant pour un organisme bénévole sans but lucratif comme le nôtre. Cette réserve naturelle-là aussi, par contre, c'est des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas modifier les sentiers, mais on peut garder un statut de protection et d'éducation en même temps par l'accès aux personnes. Donc, vous avez développé, dans le fond, un réseau de sentiers d'observation. C'est quoi un petit peu les gens peuvent vous voir ici? Au Marais Provencher, au territoire, ce que les gens peuvent voir, c'est qu'ils ont accès à on peut dire, à un marais qui a été construit avec une digue. C'est un marais artificiel qui a été construit il y a 20 ans. On est à notre 20e anniversaire cette année. Ce marais-là sert pour la reproduction de la sauvagine, les canards, toutes les espèces que les chasseurs apprécient beaucoup pour la conservation, mais ça va servir aussi beaucoup à d'autres espèces comme le petit bliongeau, le butard d'Amérique, des autres espèces qui sont là. On a aussi des territoires en friche qui sont en train de se reboiser. Donc, on a un bon boisé, des forêts qui s'en viennent de nature, intéressant. Et aussi, on a accès au fleuve. Donc, les gens, avec 5 km de chemin, de sentier, peuvent accéder à différents niveaux, différents habitats forestiers, habitats très variables où ce que la faune et la flore sont intéressants et où l'observation d'oiseaux et des photographes sont très abondants aussi. Maintenant, on se déplace à Duchesnay. Ça, c'est une autre belle visite qu'on a fait. On connaissait de nom la Sopfeu. Vous savez que c'est l'organisme qui est très important quand il y a des étés vraiment où il y a beaucoup de feux de forêt. Sauf qu'on ne connaissait pas beaucoup la Sopfeu ici à Duchesnay. Eux autres, ils ne sont pas en avion, hein, ils sont vraiment sur le terrain. Ils vont essayer d'intervenir avec un pack-sac, des haches, tout ça, pour justement faire en sorte que le feu se stoppe. Et ça, c'est vraiment un travail de sapeur-pompier fort intéressant, mais aussi très dangereux. Et aussi, ça prend vraiment des gars en très bonne condition physique. On va justement aller voir un court extrait de cette émission-là que moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré parce que ça nous a fait comprendre tout ce que ça prend justement pour être sapeur-pompier au sol. Chaque année, en moyenne au Québec, la Sopfeu combat près de 500 feux à chaque année sur des milliers d'hectares. Les employés de la Sopfeu sont répartis stratégiquement à travers le Québec, au siège social de Québec et dans les 4 bases principales de Bécomo, Roberval, Maniwaki et Val-d'Or. On trouve principalement des pompiers forestiers, des agents de protection et des aéropointeurs. Mais il existe aussi des bases plus petites qui sont prêtes à tout moment à intervenir sur le territoire. Et nous en avons une tout près de chez nous, à Duchesnay, à la station forestière. Alors, pour mieux connaître la Sopfeu et bien sûr le poste de Duchesnay, on a rencontré Étienne Boily et Simon Bouchard qui nous ont fait faire le tour du propriétaire et qui nous ont mieux expliqué le métier de sapeur-pompier de la forêt. Bien, la Sopfeu, c'est l'organisme qui est mandaté par le gouvernement du Québec pour prévenir, détecter et combattre les feux de forêt au Québec. Le territoire est divisé en 4 bases principales. Donc, on a de l'est vers l'ouest, on a Bécomo, Roberval, Maniwaki et Val-d'Or. Nous, ici à Duchesnay, on fait partie de la base principale de Roberval. Puis on est sous-divisé donc. La base de Duchesnay est une base secondaire là, qui couvre une partie du territoire de la région centre. Quand on parle de base secondaire, c'est à cause que vous n'avez pas d'installation comme telle. Vous avez juste une piste d'atterrissage qu'on en arrière. C'est un petit peu ça? En fait, c'est ça, quand on parle de base secondaire, en fait, c'est que la base principale là, a, elle, toute une grande région à couvrir.
Donc, pour être plus efficace sur le terrain, bien, nos gens, nos pompiers sont déployés sur le territoire. Comme on a une base à Chibougamau, il y a une base secondaire à La Tuque aussi, puis à Duchesnay. Puis la base de Duchesnay, étant donné qu'on couvre un grand territoire dans le sud aussi, bien, on a une autre base là, qui répond de la base de Duchesnay à Sherbrooke, puis à Saint-Georges-de-Beauce. Je vais passer à ton acolyte à côté. Justement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un appel? Justement, un appel de feu. Comment ça se déploie? Il y a combien de personnes ici? Qu'est-ce qui se passe ici, justement, sur les installations? En effet, quand il y a des alertes, nous, notre travail, c'est de répondre efficacement aux alertes, que nos agents vont répondre en premier temps. Ensuite de ça, ben, nous, notre devoir, c'est de répondre à temps. C'est d'avoir les équipements prêts, avoir les équipements à disposition, entretenus, prêts à partir, d'avoir nos véhicules, les pick-up qui sont prêts à partir, qui ont l'équipement qui sont effectifs, tout ça. Puis sinon c'est ça. Être à jour dans nos connaissances, être à jour dans nos compétences, puis savoir aussi la position du feu, où est-ce qu'on s'en va, quel type de feu, quel type de peuplement, un peu le terrain, s'il y a des sources d'eau à proximité, qu'est-ce qu'on va avoir à faire exactement, le plus possible, plus d'informations. Puis ensuite de ça, bien, il va y avoir beaucoup d'autres informations que nous, on va prendre quand on va arriver sur le terrain lors d'intervention. Ça commence par un appel au 911, j'imagine. Par la suite, ils vous contactent et puis là, c'est là que ça se déploie? Non, en fait, les gens peuvent appeler au 1-888-FEU. N'est-il pas? 463-FEU. En fait, de la façon que l'alerte se déroule, souvent, c'est le 911 qui reçoit l'alerte quand c'est des feux de municipalité. L'alerte est ensuite transmise là, au service de pompiers le plus proche. Okay. Dans leur protocole, le service pompier d'une ville quelconque, dès qu'ils soupçonnent un danger de propagation à la forêt, contacte immédiatement la SOFEU.